Ouais, je veux dire, je rappelle comme une chose, Nicolas Sarkozy aura peut-être été le président de la République qui aura au total dit, fait plus de choses en termes de vérité d'action que de paroles. C'est ça la grande différence. Moi qui ai travaillé avec l'homme du parler vrai, je ne peux pas complètement vous suivre. Oui, mais Michel Rocard, oui, non, mais c'était autre chose. Michel Rocard, en termes de communication, vous connaissez la phrase, il fallait un décodeur pour comprendre ce qu'il voulait dire. Mais oui, il n'empêche... ça ne gêne pas les gens. À partir du moment où il y a la relation de confiance, des messages complexes peuvent passer. On a donc comparé la stratégie des deux. Il y a quand même une petite phrase là qu'on a entendue dans le discours de François Fillon, une phrase qui nous a interpellés. Il dit « Il est inutile de s'en prendre aux banquiers, aux agences de notation ou à je ne sais quel bouc émissaire. Il est inutile. » Alors c'est assez énigmatique parce qu'on ne sait pas à qui il dit qu'il est inutile de faire tout ça. Et nous, on s'est demandé s'il ne s'adressait pas finalement à Nicolas Sarkozy lui-même. Un Nicolas Sarkozy qui a longtemps eu tendance à désigner un responsable à la crise. On écoute et là on repart en 2008 lors du premier grand discours de Nicolas Sarkozy face à la crise, le discours de Toulon 2008. Au fond, c'est une certaine idée de la mondialisation qui s'achève avec la fin du capitalisme financier qui avait imposé sa logique à toute l'économie et avait contribué à la pervertir. Un nouveau rapport doit s'instaurer entre l'économie et la politique à travers la mise en chantier de nouvelles réglementations. L'autorégulation, pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. Voilà, c'est fini, dit-il. Et alors, effectivement, rétrospectivement, on peut dire que 3 ans après, ce n'est pas encore tout à fait fini, que donc il n'a pas été en mesure de tenir toutes ses promesses du « c'est fini ». Donc la question, c'est a-t-il eu tort? Vous disiez pendant l'extrait, c'est cruel de repasser ça. En même temps... on compare deux choses qui ne sont pas comparables. Enfin, il y a une différence quand même. Dites-moi. On est en 2008. C'est la crise des subprimes. En 2011, c'est la crise de l'endettement. C'est la crise des dettes souveraines. Ça n'a rien à voir. Quand François Fillon dit « c'est pas la peine de s'en prendre ni aux agences de notation, ni aux banquiers, ni aux financiers », on est en 2011. Je vous rappelle que quelques mois avant, Nicolas Sarkozy est sur TF1. Il dit strictement la même chose. Il dit c'est pas la peine de s'en prendre aux banquiers. Notre dette, nous le devons. Nous le devons quand nous. Oui, mais enfin, je défends pas son action. Je défends pas son action. Je dis juste de replacer dans le contexte pour comprendre à quoi on a affaire. De mettre sur le même plan ce que dit François Fillon 3 ans après et Nicolas Sarkozy, alors que là on a affaire à la crise des subprimes, qui a eu des conséquences dramatiques sur nos économies, avec la crise de l'endettement. Elle est totalement différente. Attendez, alors Michel, non, mais effectivement, il ne répond pas 3 ans après à Nicolas Sarkozy d'il y a 3 ans. Cela dit, c'est vrai qu'on a relevé en préparant l'émission que pendant longtemps, Nicolas Sarkozy avait tendance effectivement à parler d'un nouveau monde, d'un nouveau modèle, de la nécessité de réguler et du fameux c'est fini, et qu'aujourd'hui, il le faisait effectivement beaucoup moins, subrepticement un petit peu dans ses vœux, mais qu'il avait un petit peu renoncé à cette rhétorique très catégorique. Et alors la question qu'on se pose, c'est du coup rétrospectivement, est-ce qu'il avait eu tort d'être aussi catégorique et est-ce qu'il a changé de posture et est-ce qu'il a eu raison de le faire? Quand il prononce ce discours, on est à quel moment? En 2008, il préside l'Europe. Il est dans l'exercice où il essaye d'amener tous les pays européens à changer de modèle. Et donc quand il dit ça, je pense qu'il est convaincu par ce qu'il dit. Parce qu'on oublie juste une chose, c'est qu'on est, il y met de la volonté politique. On est passé à 2 doigts du précipice. En 2008, vraiment. Oui, d'accord, mais enfin il dit quand même lui, c'est fini. On peut pas continuer comme ça. Il dit c'est fini. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il a été confronté à ce qu'on appelle la mondialisation. Et que même décider seul ou décider en Europe contre le reste du monde, c'est très compliqué. On a beau avoir la volonté politique. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la volonté politique, elle a ses limites. Elle est née de Lionel Jospin qui a dit l'État peut pas tout faire. Bien sûr, justement, mais c'est pour ça, Michel Bétancourt, en termes de communication, bien sûr, et on comprend bien effectivement que c'était très difficile de tenir cet engagement parce qu'il y a la mondialisation, mais la question qu'on peut se poser rétrospectivement, c'est est-ce qu'effectivement ce discours quasiment performatif, qu'il a beaucoup eu, le dire c'est faire, etc., le c'est fini, etc., est-ce que c'était pas une erreur en termes de communication compte tenu de toutes les contraintes qu'il y avait? Alors Maurice Thévenet, et puis vous allez nous dire. C'était adapté à 2008, c'est le contexte de 2008. C'est aussi, il parle de la régulation, il parle de tout ça, il parle encore finalement d'un monde où on peut espérer arrêter le nuage de Tchernobyl à la frontière. Moi,
je vais beaucoup plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, la classe politique aujourd'hui n'a pas compris que le logiciel de communication devait changer. Et qu'aujourd'hui... Je n'ai pas compris, ça veut dire que vous dites que... je pense que de toute façon... Nicolas Sarkozy n'a pas changé. Je ne parle pas que de Nicolas Sarkozy. Non, parce que ça fait 30 ans qu'on vit dans une sorte d'obscurité de la vérité, de la relation du réel avec les politiques et nos concitoyens. Et qu'aujourd'hui, au moins avec les nouveaux modes de communication, avec Internet, avec le nombre de communication en temps réel, y compris des chaînes d'information économique en continu, aujourd'hui nos concitoyens ont la possibilité d'avoir une appréciation du réel qu'ils n'avaient pas avant. Et c'est là où les politiques n'ont pas compris qu'aujourd'hui, c'est qu'ils ne pouvaient pas dire quelque chose qui était contraire à ce que les gens ressentaient. Et quand on sent la crise et qu'on dit pas, et quand on sent la rigueur et qu'on ne veut pas la dire, et qu'on n'appelle pas un chat, eh bien, il y a un déphasage entre ce que les gens ressentent et ce que les politiques disent. Et c'est ça qui fait la déconnexion entre les deux. Mais vous pouvez comparer les méthodes de communication de Giscard et de Nicolas Sarkozy ou de Mitterrand, vous allez voir, c'est totalement... Donc c'est un question logiciel. Je voudrais donner la parole à Maurice Thévenet, qui n'a moins parlé que les autres, parce qu'avant de passer donc à Valéry Giscard d'Estaing et à François Mitterrand pour voir effectivement si le logiciel a déjà changé, un petit mot, Maurice Thévenet, parce que vous êtes spécialiste du management et finalement ce que dit Michel Bétan, c'est qu'il faut une adéquation entre ce que ressentent effectivement les Français et puis ou les salariés d'une entreprise, parce que ça peut être le même problème dans une entreprise, et puis le discours des politiques, qu'il faut finalement qu'ils aient le même logiciel. Est-ce que vous avez vous aussi l'impression, là dans tout ce qu'on vient de voir depuis le début de l'émission, qu'il y a un problème de logiciel? Ce qui me paraît important, c'est dans des situations de crise, pour celles que je connais plus, donc dans des institutions, c'est qu'il y a généralement 3 piliers. Alors est-ce que c'est le fait des extraits qu'on a, mais on n'a jamais les 3 et il en manque toujours. C'est toujours bancal. Je crois qu'il y a un pilier qui est celui de faire passer ce message de sincérité qu'évoquait M. Bétan. Ça, c'est l'un. Le deuxième, c'est montrer ce que l'on a fait et on a été capable de faire. C'est quand même ça qui soutient le premier. Et le troisième, c'est celui de donner une perspective. Je suis très impressionné dans les vœux que l'on a entendus. Alors moi je ne les ai pas entendus en entier, peut-être que ça arrive, mais on nous présente des raisons d'espérer, mais je n'en ai pas vu le début de l'ombre de l'esquisse des raisons d'espérer. Je ne sais pas ce que c'est que les raisons d'espérer. Et il nous manque toujours un pied, de ces 3-là. Alors, pour répondre à votre question, les raisons d'espérer qu'évoque Nicolas Sarkozy, c'est les institutions de la France, et puis ce sont aussi une partie de ces réformes, dont la réforme des retraites qu'il cite explicitement dans ses vœux. Est-ce que ça fait office d'un troisième pilier ou pas? J'ai encore l'impression que c'est le même discours que celui qu'on a entendu sur la rigueur tout à l'heure. C'est pour ça qu'on l'a pas passé. Si je peux me permettre, je crois, dans le discours du président, mais je pense que c'est ça le prolongement, c'est que ces vœux étaient le début d'un continuum de communication pour la présidentielle. Et quand il dit il y a des raisons d'espérer, il va expliquer, j'imagine, pendant la campagne présidentielle, les raisons d'espérer. Bien sûr, et d'ailleurs les mesures qu'il a lancées par la suite, la TVA sociale, etc., sont, du moins, dit-il, des raisons d'espérer. Vous parlez de TVA sociale, que quand M. Borloo et M. Fillon, en pleine législative, ont sorti le mot TVA sociale, ça a créé un brouhaha. Ces 2 mots étaient des interdits. Pour terminer, on a évoqué pendant toute l'émission, vous avez évoqué le changement de logiciel, on a évoqué Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, et c'est vrai qu'on a eu envie de savoir comment les autres avaient communiqué face à la crise, car François Fillon et Nicolas Sarkozy ne sont pas les premiers à y faire face. Alors on a repris ce moment emblématique qu'on a vu chez Nicolas Sarkozy, qui est ce moment des vœux. On va commencer par Valéry Giscard d'Estaing, qui 2 ans après le premier choc pétrolier décide de mettre en œuvre une politique d'austérité, et oui déjà, écoutez-le, en 1976, fin 76, pour les vœux de 77. On va voir s'il y a les 3 piliers dont vous parliez. Françaises et Français, mes contemporains et mes amis, je vous demande de prendre en charge avec moi, en 1977, le sort de la France. Car ce sort ne dépend que de vous. Il ne vous sera pas imposé de l'extérieur, il dépendra de vos efforts, de votre application, de votre enthousiasme. Il ne faut pas vous laisser aller à je ne sais quelle fatalité que nous subirions comme malgré nous, tout en la dénonçant. Il n'y a pas d'autre fatalité que celle qu'on accepte de subir. Conduisons-nous comme un peuple jeune et fier. Ne nous laissons pas accabler par les rhumatismes de l'histoire.
Voilà, ne nous laissons pas accabler par les rhumatismes de l'histoire. Hélas, les rhumatismes de l'histoire vont encore donner du fil à retordre au président français et notamment à son successeur François Mitterrand qui 2 ans après son élection et face à une crise sans précédent choisit de mettre en œuvre une politique de rigueur. On écoute ses vœux juste après, c'est le 31 décembre 1983. 1984. Bien qu'à de nombreux signes, on voit notre pays sortir peu à peu de la crise, je ne promets rien d'autre à personne que la poursuite sans faiblesse de l'effort de redressement national où nous sommes engagés. Ce qui a été fait dans ce sens l'a été grâce à vous, qui croyez en la France. C'est encore grâce à vous que nous venons de battre ces derniers mois le record absolu de nos ventes à l'étranger. Quel succès pour nos producteurs et nos exportateurs et quel exemple pour nous tous. Mais ne nous y trompons pas, nous avons devant nous 2 obstacles majeurs. Le premier s'appelle l'inflation qu'il faut encore réduire. Et ce n'est pas facile pour affronter victorieusement la concurrence. Le deuxième, c'est le vieillissement d'une partie de notre appareil industriel qu'il faut adapter aux changements prodigieux et accélérés des techniques. Alors, les deux, il y a de la gravité, mais en même temps des lueurs d'espoir qui se profilent. Alors, vous parliez des 3 piliers. Est-ce que vous les voyez dans ces vœux, dans ces extraits choisis, ces fameux 3 piliers dont vous parliez, et notamment le fait de se projeter dans l'avenir? Je ne sais pas, j'y vois un des grands exercices de style personnel, parfois à contre-emploi, un petit peu plus difficile d'y voir les piliers. Enfin, si on prend l'intervention de François Mitterrand, vraiment... je trouve qu'elle est assez amusante. Enfin, on a un peu l'impression de George Bush qui parle de Marcel Proust, parce que quand j'entends François Mitterrand parler des entrepreneurs qui font de l'excédent commercial, il semble qu'on ne soit pas dans sa tonalité habituelle, si vous voulez. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu faux quand même, quelque chose. Des ventes à l'étranger. Quand on connaît la relation de Mitterrand à l'économie, c'est assez amusant. L'industrialisation de la France, quand on connaît son rapport à la nature, c'est un peu compliqué. Et puis sur les entrepreneurs, bon... Ça, vous l'avez dit, oui. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit c'est grâce à vous, à vos efforts. Et donc on a chez Giscard un appel à faire des efforts. Chez Mitterrand, c'est grâce à vous. Mais les deux disent efforts, les deux disent efforts. Oui, mais Nicolas Sarkozy a fait exactement le même couplet sur grâce à vous. Dans ses vœux, exactement le même couplet que Mitterrand. D'accord, alors on va revenir justement pour terminer sur ces extraits. Donc vous disiez, Nicolas Sarkozy reprend une partie de la posture de François Mitterrand, et alors et Valéry Giscard d'Estaing, alors vous disiez qu'ils étaient souvent à contre-emploi, Maurice Thévenet. Moi j'ai été très impressionné dans l'intervention de Valéry Giscard d'Estaing par l'appel, par le vous, quoi, par l'appel aux Français en disant, grosso modo, c'est à nous tous d'y arriver, ça dépend de vous. Je trouve un petit peu curieux pour revenir à ce que disait... Ce n'est plus grâce à vous, comme dans les autres... Voilà. Et c'est un petit peu curieux dans un moment où vous disiez qu'il y avait une recherche de vérité. Je suis un peu surpris de ne pas plus entendre ce langage-là. Oui. On a plus un langage, quelque part, de la protection, c'est comme ça que j'interprète, ou rassurez-vous. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'aujourd'hui, on a plus un langage de la protection et que eux, finalement, avaient plus un langage de vérité? De responsabilisation des autres. Est-ce que c'est bien ça, effectivement? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait réintroduire dans le discours politique? Mais bien sûr, il faut réintroduire le fait que les gens, il faut que la destinée... Elle ne peut pas dépendre que du président de la République d'un pays. Elle dépend de chacun. Et il faut qu'il en appelle à chacun. Parce que si chacun reste à attendre que le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement ou nos autorités fassent les réformes nécessaires, très bien. Mais si chacun doit mettre du sien. Oui, parce que